Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci donc pour ceux et celles qui se rejoignent à nous dans le cadre de ce webinaire. Pour commencer, je me présente. Donc comme ça, je suis ingénieur avant-vente cybersécurité chez Westcon et aujourd'hui je suis accompagné de Victor Knell, qui est notre SI Channel chez Palo Alto Networks, qui va co-animer ce webinaire avec moi. Bonjour Victor et merci d'avoir accepté Bonjour à tous, bonjour à toi, merci. Avant de commencer, je souhaite rappeler que ce webinaire est le troisième webinaire dans une série de webinaires qui va couvrir en fait tous nos piliers technologiques de Westcon Next Generation Solution. Ainsi que toutes les marques et les solutions qui sont proposées dans ce catalogue ou dans cette offre NGS. Donc aujourd'hui, après avoir fait la partie Zero Trust Access, aujourd'hui on va se focaliser sur le SOC nouvelle génération. Et donc on vous parlera de nos propositions de valeur qui concernent donc le SOC nouvelle génération. Et on va se focaliser avec nos éditeurs qui sont Palo Alto Networks, Firemon, Semologic et AttackIQ. Avant de commencer aussi, un petit point, c'est que dans notre vision NGS avec Westcon NGS, dans notre vision, l'EDR en fait il fait partie du Next Gen SOC, mais malheureusement le temps aujourd'hui, on a une heure et cette fenêtre temporelle ne nous permet pas donc d'aborder tous les sujets du SOC nouvelle génération. Donc la partie EDR fera donc l'objet de prochains webinaires. Et en termes de plan, aujourd'hui on va commencer par une brève introduction sur le SOC nouvelle génération, et on va parcourir donc les différentes solutions qui peuvent construire un SOC nouvelle génération, et à la fin on va faire une démonstration donc cross-vendor, une démonstration entre ces quatre vendors ou ces quatre solutions dont on va vous présenter dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&A. On prendra le temps nécessaire pour y répondre à toutes vos interrogations à la fin de ce webinaire. Vous pouvez voir sur ce premier slide donc la définition d'un SOC, donc qui est comme vous le savez tous, un SOC est composé d'une équipe d'experts de sécurité qui ont pour mission de superviser de manière continue et d'améliorer la posture de sécurité d'une organisation ou d'une entreprise. Et le travail de cette équipe donc se concentre sur la prévention, sur la détection, l'analyse et la réponse à incidents de sécurité en utilisant des process bien définis et bien évidemment des outils technologiques. En gros, les principaux éléments qui constituent un SOC sont les gens, les people, les processus et la technologie. Et c'est la fusion de ces trois éléments qui fait un service SOC efficace. Donc, nous allons examiner maintenant les technologies ou la technologie et les outils utilisés. Nous pouvons également les diviser en trois parties, qui sont la visibilité et détection, l'automatisation et réponse et la protection et mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux premiers, à savoir donc la visibilité et la détection et l'automatisation et la réponse. Donc, voyons maintenant la taille du marché SOC. Donc, le marché mondial du SOC devrait passer de 32 milliards de dollars en 2019 à plus de 61 milliards de dollars en 2025, ou d'ici 2025, soit un taux de croissance annuel d'à peu près 11,5%. Donc cette information provient du cabinet Infolic Research. Donc pour vous, en tant que revendeur à valeur ajoutée, il y a vraiment une opportunité à saisir sur ce marché. Donc sur le prochain slide, vous pouvez voir qu'est-ce qui fait qu'un SOC soit next-gen. Donc selon notre vision, il y a 5 exigences que vous pouvez voir sur ce slide. Et pour chacune de ces exigences, nous allons indiquer pourquoi elle est importante
et comment elle peut être satisfaite. Et donc ça sera expliqué, ou c'est ce qui sera expliqué dans les présentations de nos fournisseurs. Donc commençons d'abord par la première exigence, qui est le traitement des alertes par l'IA ou par le machine learning ou l'apprentissage machine. Donc pourquoi aurions-nous besoin de cela? Tout d'abord, donc on souhaite éviter le phénomène d'alerte fatigue. Donc les analystes qui reçoivent des centaines ou des milliers d'alertes par jour, ce n'est pas possible pour eux de les traiter toutes sans assistance, pardon. Et cela a été prouvé par plusieurs études, dont une étude de Ponemon qui indique qu'au moins moins de 10% des alertes de sécurité sont examinées par les analystes SOC. Donc bien sûr, c'est une grande préoccupation car de nombreuses détections pourraient être manquées ou ratées. La deuxième exigence, nous souhaiterions en fait avoir une cohérence dans la validation et la hiérarchisation des alertes entrantes. Donc l'objectif est de rendre le filtrage des alertes aussi indépendant que possible de l'analyste SOC afin de fournir une qualité constante à notre service SOC. On a besoin aussi d'une réponse automatisée et orchestrée. Donc, pourquoi on a besoin de cela? Donc, premièrement, il est nécessaire d'accélérer la réaction pour réduire les dommages causés par les attaques. Une étude qui a été réalisée par Palo Alto Networks a prouvé que le temps moyen de résolution d'un incident de sécurité est en moyenne de 4,4 jours. Donc, l'utilisation des outils d'automatisation et d'orchestration pourrait améliorer ce chiffre de plus de 70%. En outre, on souhaite simplifier aussi l'investigation, les enquêtes pour nos analystes. Donc on souhaite qu'ils prennent des décisions correctives et plus efficaces. Et bien évidemment, les avantages sont évidents. Donc on va laisser plus de temps à l'équipe SOC pour les tâches qui sont basées sur leurs compétences. On va réduire donc tout ce qui est process manuel. On va réduire aussi le temps de réaction aux faux positifs. Donc c'est ce qui permet c'est un avantage en fait supplémentaire qui nécessite moins d'expérience ou d'expertise ou moins d'investissement en termes de temps de la part de l'analyste SOC. Donc passons ensuite à la troisième exigence. Donc c'est l'évolutivité sans faille combinée à un faible coût d'exploitation et de maintenance. Donc la maintenance et la mise à jour des SOC peuvent être très longues et très coûteuses et pourraient facilement représenter entre 50 000 et 100 000 euros par an selon bien évidemment la taille du SOC. Ça englobe les mises à jour, ça englobe la maintenance, ça englobe aussi l'acquisition de nouvelles solutions, hardware ou software, la formation du personnel. Et donc nous voulons aussi que les ressources limitées au sein d'un SOC se concentrent sur la détection et la réponse aux menaces plutôt que sur les tâches opérationnelles. En même temps, on a des volumes de données qui ne cessent pas d'augmenter, ce qui rend l'évolutivité du SOC toujours plus difficile. Selon les statistiques, le volume de données créées dans le monde entier augmente d'une année à une autre de 26%. Donc le SOC a du mal à suivre. Notre quatrième exigence, c'est de prendre en charge les diverses sources de données, donc notamment le cloud, la détection et la réponse des endpoints, la détection et la réponse réseau et aussi la threat intel. Donc les logs de sécurité proviennent de plusieurs sources, donc de toute la pile de sécurité. La pile de sécurité qui est on-prem généralement ne fournit pas un contexte complet, qui limite clairement l'efficacité et la couverture du SOC. Donc il est essentiel aujourd'hui de disposer de toutes les données, donc les données qui sont liées aux instances cloud, les données qui sont liées aux endpoints, au réseau, pour pouvoir chasser activement les menaces. Et comme dernier point, c'est de faire un mapping ou faire une cartographie avec le framework MitraTac. Donc, un petit rappel sur MitraTac. MitraTac signifie Adversarial Tactics, Technique et Common Knowledge. Donc, ça permet de cartographier de façon simple les dimensions tactiques et techniques de mode opératoire adverse afin de traduire les données capitalisées en données actionnables. Autrement, il s'agit d'une base de connaissances accessible au monde entier sur les tactiques et techniques adverses basées sur une observation du monde réel.
Donc cette base, elle est constituée de centaines de techniques utilisées par une grande variété de groupes de pirates informatiques, ce qui la rend très très complète. Pourquoi aurions-nous besoin de faire ce mapping ou cette cartographie avec MitraTac? Donc, il va permettre aux analystes SOC d'avoir une couverture d'attaque plus complète, de détecter les lacunes de visibilité au sein du SOC, et il va aussi nous aider à hiérarchiser l'évolution du SOC et déterminer quels sont les investissements qui vont nous donner le meilleur rendement. Donc voici nos 5 prérequis ou conditions pour obtenir un SOC nouvelle génération. Donc pour commencer, on va commencer bien évidemment, là vous avez le plan de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc on va commencer avec la partie Cloud CIEM Enterprise, qui est le CIEM nouvelle génération de Somologic. On va par la suite vous présenter Cortex XOR, donc le sujet d'automatisation et d'orchestration de Palo Alto Networks. On passera par la suite sur FireMon et on présentera la valeur ajoutée de FireMon au sein du SOC. Mais on va faire une brève introduction sur AttackIQ. Donc AttackIQ, malheureusement, pareil, on a un problème de temps, on ne pourra pas aborder tous les sujets, mais donc on verra AttackIQ aussi lors de la démo. Et finalement, donc comme je disais au début, on va partir sur une démo cross-vendor. Pour rappel, notre prochain webinaire donc sur le pilier NGS Secure Cloud et DevOps donc il est planifié donc pour le 2 mars. Je vous envoie donc les invitations. Bien évidemment. Commençons donc par la partie CIEM nouvelle génération de Somologic. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Somologic, Somologic est un acteur donc qui compte aujourd'hui plus de 2000 clients, donc qui est présent dans plusieurs secteurs. Donc qui traite quotidiennement plus de 100 pétaoctets de données qui sont analysées quotidiennement. Donc ce mot possède 2 propositions de valeur, le CIEM ou le Cloud CIEM Enterprise, qui est un CIEM 2.0, qui est un CIEM Cloud Native, et une plateforme donc d'intelligence contenue, qui est la plateforme SIP, qui sera l'objet, bien évidemment, de notre prochain webinaire. Donc je ferme cette parenthèse. Donc, les organisations aujourd'hui, bien évidemment, comme on a vu ensemble lors de cette introduction, ils font face à plusieurs défis pour la partie SecOps. Donc, avec les sujets de transformation numérique, avec la migration vers le cloud, donc et aussi l'optimisation des coûts. La quantité de données, elle est toujours de plus en plus importante, les sources de données de plus en plus nombreuses. Donc, il y a un besoin d'avoir un CIEM élastique, un CIEM, comment dirais-je, plus flexible. Donc, ce sont des limitations qu'on a avec les CIEM Legacy parce que ils n'ont pas été dimensionnés pour répondre à cette transformation cloud. Le deuxième défi, c'est l'explosion de la surface d'attaque. Bien évidemment, ce deuxième défi, il est lié au premier, car le système d'information aujourd'hui est plus ouvert, distribué sur le cloud, multi-cloud, ainsi de suite. Et le troisième point, c'est le phénomène d'alerte fatigue. On en a déjà parlé au niveau de l'introduction. Mais pour conclure, on a vraiment besoin de moderniser le SecOps avec un nouveau modèle de CIEM, qui est le CIEM Software as a Service. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'un CIEM SaaS ou moderne. Ça nous permet il y a principalement 3 éléments comme vous pouvez le voir. Le premier, c'est son architecture cloud native. Donc c'est une architecture qui permet de profiter des avantages du cloud, de l'évolutivité, de l'élasticité, et de répondre de manière évolutive aux différents besoin de l'organisation sans avoir besoin de consacrer des ressources humaines supplémentaires pour faire évoluer notre CIEM. Donc le CIEM Somologic est un CIEM qui est né dans le cloud, ça permet de réduire les coûts d'exploitation et les coûts de maintenance.
Il y a aussi sa capacité de s'intégrer avec tous les environnements cloud publics, des environnements multi-cloud ou hybrides, et même les environnements Kubernetes. Donc le deuxième élément, c'est l'automatisation des opérations de sécurité ou du SecOps. Donc Semologic possède un moteur de triage et de corrélation automatique qui permet de convertir les logs, les événements, les métriques qu'on reçoit à ce qu'on va appeler les insights. C'est une corrélation automatique faite donc entre les différents événements de sécurité provenant de plusieurs sources afin donc d'éliminer et d'éviter au maximum ce phénomène d'alerte fatigue et de fournir des contextes complets, en fournir aussi à l'analyste SOC un aperçu détaillé sur l'incident ainsi que tous les artefacts qui y sont liés. Le troisième et le dernier point clé, c'est l'expérience moderne de l'analyste SOC. Donc, on va voir lors de la démonstration, mais grâce à son interface utilisateur moderne et disruptive, qui a été conçue par des experts de jeux vidéo. SOMO propose aujourd'hui une console d'exploitation hautement optimisée et conçue pour les analystes de sécurité. Sur ce slide, on peut voir ensemble la large capacité d'ingestion de données et de logs à travers une multitude d'intégrations natives, donc qui va permettre de l'ingestion de données sur tous les environnements. Aujourd'hui, nativement, out of the box, on a plus de 140 intégrations possibles, et notamment avec les environnements Kubernetes ou microservices. La solution vient aussi avec 300 règles de triage ou de corrélation prédéfinies. Bien évidemment, comme toute solution SIEM, on peut rajouter nos propres règles de corrélation. Et c'est ce qui fait donc de Cloud SIEM Enterprise une solution SIEM rapide à déployer avec une valeur ajoutée instantanée, avec aussi une flexibilité grâce à son architecture cloud native. Finalement, voici les principaux raisons pour lesquelles les clients optent pour Semologic comme solution SIEM. Donc la première, si je résume, la première raison, c'est l'utilisation de la technologie pour automatiser la corrélation des menaces à travers tout type d'environnement. Le but, c'est vraiment d'éviter l'intervention manuelle ou humaine pour le triage. Et on détaillera les deux niveaux de corrélation qui sont proposés chez Semologic. C'est aussi de fournir un contexte contenant les informations complètes sur l'utilisateur, sur son dispositif, sur les données réseau, afin d'aider au mieux les analystes à faire leurs investigations. Bien évidemment, sans oublier son architecture cloud native, son évolutivité et flexibilité. Et finalement, il s'agit d'une capacité très importante qui est l'automatisation. Donc Cloud SIEM Enterprise de Semologic possède une API qui permet donc de gérer complètement toutes les fonctionnalités proposées par ce SIEM via cette API. Donc ça permet aussi aux équipes SecOps d'automatiser leur workflow et de simplifier les process au sein du SOC. Donc à travers cette API, nous serons capables d'exécuter automatiquement presque toutes les tâches de recherche, d'investigation, de réponse à incidents. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre seconde partie sur lequel on va aller plus loin dans l'automatisation et l'orchestration au sein du SOC. Pour cette partie, donc pour Cortex XOR, Victor va nous présenter Cortex XOR et va nous présenter sa valeur ajoutée aux environnements SOC. Donc Victor, c'est à toi. Tout à fait, merci Hamza. Donc la problématique qu'on va rencontrer aujourd'hui dans les SOC, comme l'a présenté Hamza, c'est une problématique d'opérer l'intégralité des informations qu'on va obtenir et des éléments qu'on va avoir dans un SI. Aujourd'hui, si on se penche sur les études qui sont faites, notamment en France, on s'aperçoit qu'une entreprise en moyenne va avoir entre 14 et 20 solutions, 14 étant la moyenne française pour les entreprises lors d'une étude du Césin qui avait été faite début d'année dernière. Et donc on se retrouve avec 14 solutions qu'il va falloir opérer, manager, comprendre, et donc avoir des compétences en interne pour être capable de les comprendre, de les maîtriser et d'en tirer l'intégralité de ce que l'on en veut dans notre architecture de sécurité. Et puis on va avoir des équipes qui vont être silotées, et donc on va avoir une perte d'efficacité avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup de communications qui peuvent faire perdre du temps et qui vont
empêcher d'avoir une vue globale sur un incident et de maîtriser l'intégralité des éléments sur lesquels on va avoir des données. D'accord? Donc un SI aujourd'hui va ressembler à quelque chose comme ça, dans lequel on va avoir des équipes de réseau, on va avoir des équipes qui vont s'occuper de l'IT interne, qui peuvent être des endpoints, des PC, on va avoir l'équipe de sécurité, puis on va avoir un SIEM qui va essayer de récupérer l'information de tous ces éléments, d'essayer de les corréler. Ça se fait toujours un peu, c'est toujours des projets qui ont été faits un peu dans la douleur. Et donc, le but est d'essayer d'arriver à récupérer des données qui vont venir de tous ces éléments-là, mais d'agir, d'accord? Le SIEM, il peut pas agir tout seul, on va apporter le plus d'intelligence possible. Donc Hamza vous l'a présenté dans la première partie de la présentation, il est temps de changer un peu la façon dont on gère son SIEM, d'apporter de l'intelligence, d'apporter du nettoyage de tout ce qui va être bruit, etc., etc. Et puis après, derrière, il va falloir être capable de venir enrichir, de venir récupérer des informations et de venir mâcher le travail d'un analyste de sécurité qui, généralement, a un travail assez ingrat, à traiter beaucoup d'informations avec des données qui vont être assez peu fiables, peu utiles, beaucoup d'alertes, d'accord? On a beaucoup de bruit qui est généré par l'intégralité de ces éléments dans notre récit. Et donc, il faut faire le tri, ne pas louper les alertes qui sont importantes et non plus ne pas négliger certaines alertes qui peuvent ne pas paraître importantes au premier abord, et puis ne pas perdre de temps sur les alertes qui ne sont pas importantes. Voilà. Donc la dure réalité d'un SOC, c'est d'agir sur tous ces éléments-là. Et donc ce qu'on va proposer avec un SOR, c'est de venir faire ce travail d'orchestrer, d'automatiser et de répondre de manière automatisée, de bout en bout, et de traiter l'incident en outillant les SOC avec l'intégralité des éléments dont ils vont avoir besoin pour venir répondre à une problématique de sécurité. Donc pour l'orchestration, c'est simple, on va venir se connecter à l'intégralité des éléments de sécurité, et pour le faire, on va vous proposer des outils clés en main et des intégrations qui sont déjà faites. D'accord? Donc le but, c'est d'éviter de demander à des équipes d'entreprise d'avoir à travailler sur ces connecteurs, le connecteur de leur SIEM, le connecteur de leur console de management, les API qui existent à droite et à gauche. Tout le monde aujourd'hui a des API, mais il faut quand même travailler sur ces intégrations. Et donc le but d'un SOR, c'est de vous offrir ça, clé en main, packagé, pour que vous, quand vous l'installiez, vous ayez un gain de temps et que vous puissiez travailler sur les problématiques de sécurité. Et donc, on va vous offrir cette orchestration, c'est-à-dire ces connecteurs. Et puis ensuite, on va venir vous travailler sur des playbooks. Donc, les playbooks, c'est l'intégralité de vos process de sécurité. Que fait-on quand on a un node qui est vérolé? Que fait-on quand on a un bridge de sécurité? Que fait-on quand on a une tentative de phishing? Donc ça va être ces scénarios que vous avez souvent documentés dans des documents Word, sur des wikis qui peuvent être partagés en interne ou sur d'autres plateformes. Et donc ça va être ces procédures qu'on va appliquer à la lettre en passant d'une étape à une autre. Et souvent, c'est un process qui va être fait manuellement. On peut avoir des documents qui vont pas être à jour pour une équipe ou pour une autre, parce qu'on est dans des processus qui sont manuels et humains, et donc on peut avoir de la déperdition d'informations. Là, on va intégrer ces playbooks directement dans l'outil. C'est-à-dire que ce qui va être appliqué automatiquement et ce qui va être orchestré, c'est ce que vous allez voir dans l'outil. D'accord? Donc si vous mettez en place un playbook, ce playbook sera appliqué à tous les éléments de sécurité qui vont arriver après. D'accord? Si je fais un changement sur ce playbook, ce changement est tout de suite pris en compte pour l'intégralité de mes incidents. Je n'ai pas à le recommuniquer à toute l'équipe. L'intégralité des incidents, même celui qui arrive une seconde après que le playbook a été modifié, prendra en compte ces changements et donc appliquera on va appliquer automatiquement ces changements de procédure et donc avoir une homogénéisation de nos procédures de sécurité sur tout notre SI. D'accord? Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, cette orchestration, elle va permettre aux équipes de venir rationaliser la façon dont on traite un incident, de ne plus avoir besoin de travailler avec une équipe A, une équipe B, une équipe C pour avoir des informations et attendre des réponses à nos mails. Ici, d'un point de vue sécurité, l'intégralité des informations vont être mutualisées et visibles sur une seule et même interface. On va pouvoir faire une requête à un LDAP, on va pouvoir faire une requête à un switch, on va pouvoir faire une requête à un firewall pour obtenir une règle de sécurité, un log, un événement ou une information sur une IP donnée. Enfin, on va venir automatiser tout ça. Donc nos playbooks, c'est nos procédures, très bien, mais le but, c'est d'essayer de mâcher le travail ingrat que nos analyses de sécurité doivent faire. Je vais vous en donner un tout de suite. Ouais. Le but, donc, c'est de travailler sur une automatisation et de venir
faire tout ce travail ingrat, c'est-à-dire faire le triage de nos événements de sécurité. Quand je reçois une alerte qui a été qualifiée par mon SIEM, donc on espère que le SIEM a bien qualifié l'alerte. Le problème, c'est que on peut mettre un curseur un peu trop haut ou un peu trop bas, et donc on peut rater des alertes ou alors en avoir trop à traiter. D'accord? Donc les équipes de sécurité ont toujours joué un peu avec ces réglages-là pour espérer obtenir des alertes de sécurité qui soient qualifiées, pas trop de faux positifs, mais pas non plus rater des alertes qui pourraient être intéressantes. Là, avec un SOAR, le but, c'est de récupérer toutes ces alertes qualifiées et de plus avoir à se poser cette question et d'automatiser la plupart des éléments qu'on peut automatiser pour que l'analyse de sécurité n'ait qu'une décision à prendre à la fin. D'accord? On va essayer de mâcher le plus de travail possible pour que tous ces enrichissements qu'il a à faire, toutes ces recherches d'informations qu'il a à faire, il n'ait plus à les faire. Donc on va venir automatiser ça, et donc dans nos playbooks, la majorité des tâches vont être automatisées. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je reçois un mail de phishing, par exemple, je peux envoyer ce mail à phishing@monentreprise.com. Je reçois l'email, l'analyse de sécurité va devoir ouvrir l'email, va devoir regarder ce qu'il y a dedans, va devoir vérifier qui est l'envoyeur, va devoir vérifier les IP qui sont liés à ces domaines, va devoir vérifier les domaines évidemment, va devoir vérifier les liens qui sont à l'intérieur de l'email, va devoir vérifier les pièces jointes, les faire détonner dans une sandbox, et va devoir peut-être potentiellement passer ces informations sur plusieurs sites de Threat Intel. D'accord? Soit vous avez quelque chose qui est corrélé déjà en interne, soit vous avez quelque chose qui est à distance. Et donc c'est un travail où on va faire beaucoup de copier-coller, beaucoup de rapports dans lequel on va dire voilà, j'ai vérifié cette IP sur VirusTotal, j'ai vérifié cette IP sur Autofocus de Palo Alto Networks, j'ai vérifié cette IP sur le site de Proofpoint, etc., etc. Et à la fin, je vois que j'ai un verdict qui est négatif, qui est bénin pour cette IP. Par contre, j'ai un fichier dans lequel, quand je le fais détonner, je vois que potentiellement on a un malware. Donc il faut que je demande à l'utilisateur si l'utilisateur a cliqué sur le lien et s'il a téléchargé la pièce jointe. D'accord? Ensuite, il faut que je qualifie qui est mon utilisateur. Est-ce que c'est une personne qui a des droits élevés? Est-ce que c'est un VIP dans l'entreprise ou est-ce que c'est un administrateur ou est-ce que c'est un utilisateur classique qui va avoir des droits normaux? Et automatiquement, je vais pouvoir avoir un profil et augmenter ou pas la sévérité du case. Si c'est un administrateur, potentiellement, il a accès à des ressources sensibles dans l'entreprise, il peut avoir un mot de passe qui a été corrompu, et on va avoir un utilisateur qui va pouvoir se connecter à nos firewalls, à nos éléments de sécurité, à des databases, et donc on veut venir réduire la possibilité que va avoir l'attaquant d'utiliser le compte de l'utilisateur pour se connecter à nos équipements. Donc automatiquement, selon la criticité de l'incident, on va pouvoir bloquer l'utilisateur au niveau des firewalls, au niveau du LDAP, on va pouvoir changer son mot de passe, on va pouvoir lui mettre un enforcement automatique de double authentification, si on utilise de l'Okta, du Duo, ou même un firewall Palo Alto, on va pouvoir forcer sur les règles l'utilisateur à passer dans des règles avec MFA. D'accord? Et donc on va avoir un utilisateur qui automatiquement va être un peu cloisonné, mis en quarantaine sur certains postes. Si on a un EDR, on va même pouvoir lui mettre en quarantaine son poste, hein, donc on va utiliser un Cortex XDR par exemple, et on peut demander le cloisonnement automatiquement de l'utilisateur. Voilà un exemple concret de ce qu'on peut faire pour un cas qui est assez simple, mais très courant, qui est celui du phishing. D'accord? Et ensuite, donc la réponse, ça va être la possibilité de gérer tout le case et donc d'avoir une vue unifiée dans laquelle on va trouver tous les éléments qui vont apparaître. Donc je vais vous représenter l'interface un peu après. On va avoir la possibilité donc de gérer notre case de A à Z. Donc il va arriver, on va avoir un élément qui va être qualifié par une plateforme EDR, par un firewall, par un SIEM. Et donc on va avoir un élément qui va arriver, qu'on va suivre, dans lequel l'intégralité des éléments de recherche sera documentée. On va se retrouver dans une war room qui va ressembler un peu à une fenêtre Slack, Teams, si vous utilisez ces outils-là, dans lequel les analystes de sécurité vont pouvoir communiquer, partager des informations et avoir la vue sur l'intégralité des éléments qui ont déjà été recherchés. Donc on va pouvoir communiquer, collaborer et suivre notre case. Et puis évidemment, on a la possibilité de suivre des SLA, de travailler sur des orchestrations, des automatisations dans l'interface. Donc qu'est-ce que XOR? Si on devait faire, d'un point de vue schématique, une vue un peu élevée de l'outil, ça va être un outil qui va venir ingérer des données provenant d'outils qui peuvent qualifier ces données, d'accord? Donc on va récupérer ça d'un SIEM qui va venir faire cette première étape de qualification, de Cortex XDR qui va venir, ou plateforme EDR, hein, qui a des éléments qui sont souvent plus qualifiés que juste des logs, ou d'email, typiquement pour du phishing ou ce genre d'événements de sécurité. On peut même travailler avec d'autres plateformes de ticketing si jamais on travaille avec des clients qui ont des plateformes de ticketing différentes. Ensuite, on va venir automatiser et orchestrer l'intégralité des équipements de sécurité. Aujourd'hui, on a plus de 500
intégrations out of the box, c'est-à-dire quand vous installez le produit, vous avez plus de 500 intégrations qui sont disponibles et que vous pouvez mettre en place directement. On va venir ressortir les informations qu'on aura trouvées, soit dans un SIEM, après avoir requalifié l'incident, enrichi l'incident. On va pouvoir ressortir ces informations vers un SIEM. On va pouvoir se connecter vers certains équipements pour aller récupérer de la donnée, donc que ce soit un SIEM, un LDAP, un firewall, une console EDR, on va pouvoir aller récupérer des informations ou des plateformes de threat intelligence pour obtenir de l'enrichissement sur une IP, sur un fichier, sur un hash, etc., etc. On va être capable d'interagir avec des gens aussi, d'envoyer des emails pour demander des actions. On peut envoyer automatiquement un email à la personne qui a été victime de phishing en lui demandant est-ce que tu as cliqué sur la pièce jointe ou est-ce que tu as ouvert le lien dans ton navigateur, et la personne va pouvoir répondre par email et automatiquement la plateforme XOR va pondérer le case suite à la réponse qu'aura fait la personne via l'email qu'elle aura reçu. Et puis ensuite, on va être capable de gérer tout le case management avec de la collaboration directement sur la plateforme. D'accord ? Donc, un analyste de sécurité n'aura plus à toucher à des plateformes de ticketing tierces, il va pouvoir gérer son incident uniquement sur la plateforme XOR, qui pourra récupérer des données d'une plateforme de ticketing et ressortir automatiquement des réponses dans cet outil de ticketing une fois que les analystes de sécurité auront fait leur travail. On a aussi intégré, depuis la version 5.5 l'année dernière, une plateforme de Threat Intel Management dans le produit. C'est-à-dire que directement dans le produit, vous êtes capable de prendre des sources d'intelligence, typiquement open source, ce qu'on appelle de l'OSINT, de plateformes payantes, de plateformes qui vont vous donner de l'intelligence via des feeds StickStaxi, et puis après de ressortir ça pour tous vos équipements, une fois qu'on aura fait le tri et qu'on aura choisi les pondérations qu'on souhaitera, on pourra ressortir ces listes d'IOC pour les bloquer automatiquement sur notre réseau, sur nos EDR, etc., et mettre à jour nos whitelists, nos blacklists de manière automatique. Je peux avancer, merci. Au niveau de l'interface, vous avez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vos procédures qui sont documentées dans l'outil. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire quand on va gérer un SOC, on va avoir nos procédures qui vont être quelque part et qu'on va devoir passer à toutes les analyses de sécurité. D'accord ? Quand on fait une mise à jour de cette procédure de sécurité, il faut s'assurer que l'intégralité des personnes ont cette documentation qui est bien à jour. Là, tout votre process est documenté directement dans l'outil, puisque c'est l'outil qui utilise ce process pour automatiser ses tâches au maximum. Donc vous le voyez ici, on va avoir une première tâche qui va être de faire un process d'email, de répondre aux mails de phishing, et puis après on va aller collecter des IP, des URL, des noms de domaine, etc., etc. Et si on trouve des éléments dans l'email, eh ben on va automatiquement aller chercher la réputation sur des sites externes, typiquement du virus total, de l'autofocus, ou des outils de ce type-là, de threat intelligence. Et puis si on trouve un indicateur qui est malicieux, une URL, une IP, un hash, etc., tout en bas, eh ben on va pouvoir venir pondérer ou prendre une action qui va être différente. Donc on va avoir des arbres décisionnels comme ça qui vont nous permettre de faire des actions de manière automatique. XOR s'interface avec n'importe quel SIEM, quasiment l'intégralité des SIEM sur le marché, alors pas tous, mais quasiment tous. On travaille avec du QRadar, on travaille avec du Splunk, on va travailler avec d'autres outils de ce type, avec PowerPoint. J'essaie de répondre aux questions en même temps. Et puis après, donc on va venir donc avec ce playbook qui est intégré dans l'outil, on va avoir la capacité donc d'agir sur le playbook, de le changer, d'accord, et ces changements sont pris en compte immédiatement pour l'intégralité des nouveaux incidents qui sont ouverts. D'accord, donc on va avoir quelque chose qui va être homogène, et on va avoir une sécurité qui va être cohérente, puisqu'on applique à chaque fois le même process de sécurité pour tous nos incidents. D'accord, donc on s'assure d'avoir quelque chose qui est efficace et puis qui est automatique. Donc on va traiter une grande partie de l'incident de manière automatique en soulageant les analyses de sécurité pour qu'il n'ait plus que des décisions à prendre, pour qu'il n'ait plus que de la recherche à faire, d'accord, qu'il puisse travailler sur la proactivité, sur l'amélioration, et puis forcément travailler uniquement sur l'ouverture de tickets, la recherche, l'enrichissement, qui sont des tâches relativement ingrates pour eux. On va avoir un système de tickets qui est intégré, donc quand le ticket arrive, automatiquement il va être lié à un playbook, ce playbook va se dérouler, et puis après on peut appeler une action manuelle ou pas, et donc quand l'analyse de sécurité va arriver sur le ticket, la majorité des actions auront déjà été complétées pour lui, il n'aura plus qu'à prendre en compte le ticket, apporter une analyse supplémentaire, peut-être faire une tâche manuelle ou pas, finaliser son rapport et envoyer par exemple, si on a une campagne de phishing qui a été
effective, dire qu'il faut bloquer l'utilisateur, changer son mot de passe, mettre en place le MFA, donc tout ça, ça peut être fait de manière automatique, et puis après faire le rapport en disant que ça a été fait, et qu'il faut peut-être masteriser son poste. Voilà. Vous avez une vue sur les sévérités des incidents, les SLA, vous avez des vues managers, vous avez des vues par analyste. Vous allez avoir, non c'est bon, tu peux passer à la suite. Vous allez avoir ensuite donc une plateforme qui va vous permettre de collaborer, d'accord, en temps réel. Donc comme je vous le disais, c'est une sorte de Slack ou de Teams. On va être capable de faire des mentions pour appeler un autre analyste de sécurité. On va avoir un petit chatbot qui va vous permettre, en posant des questions assez simples, de venir enrichir automatiquement quelque chose pour vous. Donc là, ce qu'on peut voir sur cette fenêtre, c'est par exemple qu'on a un event qui s'est passé et on peut demander au petit chatbot d'aller rechercher des informations dans l'AD pour notre utilisateur. Et automatiquement, on a cet enrichissement qui est fait dans la fenêtre et que tous les analystes de sécurité qui travaillent sur ce case vont pouvoir voir en même temps. D'accord. Donc là, ça c'est assez intéressant puisqu'on va avoir un petit chatbot qui va aussi vous proposer des solutions en fonction des tickets et donc qui va vous dire, dans ce genre de case, on a vu que telle commande ou que telle analyse de sécurité avait un bon ratio en termes de solutions et donc on peut vous les proposer. On peut vous dire, voilà, si vous avez des difficultés, cette personne-là, pour ce type de ticket ou ce type d'incident, était le référent ou tel type de commande a souvent solutionné la problématique. Donc vous allez avoir ces war rooms qui vont vous permettre de parler et puis de documenter en permanence le case, c'est-à-dire que tout ce qui aura été fait même avant que vous arriviez sur l'incident sera documenté dans cette war room et vous allez pouvoir remonter sur les informations qui auront été recherchées auparavant. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a rajouté une plateforme de threat intel. Donc, dans l'outil, maintenant, on est capable à la fois d'orchestrer, d'automatiser l'intégralité des éléments de votre SI de sécurité. On va être capable aussi d'envoyer tous les indicateurs et de les choisir, d'accord, de les trier, de choisir les indicateurs qu'on va envoyer à nos équipements pour blocage automatique et les indicateurs qu'on veut autoriser ou alors sur lesquels on veut uniquement de l'alerting. On va pouvoir pousser tout ça et de manière automatique, comme on a les intégrations avec tous les équipements, les pousser aux bons endroits sur les équipements. Donc typiquement, si vous avez un firewall Palo Alto, on va être capable de créer ce qu'on appelle une EDL, une External Dynamic List, qui va pouvoir publier des éléments à blacklister automatiquement dans une règle sur le firewall. Et donc le but, c'est de récupérer des alertes, d'aller faire le tri, de gérer les incidents, de répondre à des use cases d'incidentologie. Donc vous avez des centaines de playbooks qui sont disponibles dès que vous sortez le produit, dès que vous installez le produit. Vous avez plus de 500 intégrations. Et donc on va vous aider à venir installer ça et avoir la possibilité de partir sur des réponses à incidents de manière très rapide. D'accord ? On va pouvoir s'automatiser avec énormément d'outils sur le marché, que ce soit du cloud, que ce soit des assets on-prem, que ce soit des EDR, que ce soit des SIEM, et avec des plateformes de threat intelligence aussi. En termes d'écosystème, c'est un produit qui est ouvert, qui n'est pas dédié uniquement aux produits Palo Alto Networks, et donc vous avez la possibilité de vous intégrer avec l'intégralité des produits du marché. C'est la force d'un SOR. La force d'un SOR, c'est pas de travailler uniquement sur les produits qu'on peut avoir par ailleurs, mais c'est vraiment de se rester avec le plus de produits possible. Donc aujourd'hui, en termes d'intégration, on a une vingtaine d'intégrations qui sortent de manière supplémentaire par quarter environ, donc avec les mises à jour de content update qu'on fait. Et donc vous avez une sorte de marketplace sur lequel vous allez pouvoir sélectionner les intégrations que vous voulez installer, et puis ensuite vous allez pouvoir connecter vos plateformes avec la plateforme XOR pour venir piloter votre sécurité. Et donc la valeur d'un SOR, c'est de récupérer un maximum d'alertes et de n'avoir que très peu d'alertes sur lesquelles vos analyses de sécurité vont devoir travailler. D'accord ? Donc c'est d'avoir le plus d'automatisation possible pour trier et répondre automatiquement à la majorité des alertes. Donc premièrement, vous allez pouvoir faire plus dans le même temps. Et deuxièmement, vous allez pouvoir, comme on va automatiser, répondre à vos incidents d'une manière beaucoup plus rapide. Et les incidents prioritaires vont remonter tout de suite. Et donc vous aurez une vue et vous aurez la possibilité de dégager du temps pour travailler sur ces incidents prioritaires. D'accord ? Donc on va passer d'alertes par semaine. Ils vont passer de 10 000 à 500 à peu près. Ça, c'est sur les chiffres qu'on aura vus sur les déploiements qu'on aura fait jusqu'à présent. En termes de déploiement, on va être capable de passer pour des temps de réponse en moyenne de 3 jours à un incident de sécurité à 25 minutes sur du phishing. Les use cases, souvent, c'est des heures de travail. On est entre 6 et 4 heures de travail.
pour obtenir des éléments, poser une question à droite, avoir une réponse à son email, etc., etc., à quelques minutes uniquement pour un analyste de sécurité. Et enfin, on va automatiser la majorité des incidents, donc on peut aller récupérer des postes d'ingénieurs qui vont ne plus avoir à travailler sur du triage ou sur de l'incidentologie qui n'est pas intéressante, mais travailler plutôt sur de l'amélioration, sur l'amélioration des procédures, sur de l'analyse et de la proactivité. D'accord? Donc ces slots qu'on va sauver, c'est pas pour prendre moins de personnes dans son SOC, c'est généralement pour travailler de manière plus qualitative et de travailler sur des incidents de manière plus proactive et donc faire plus ce qu'on appelle de la recherche, du threat hunting, que uniquement de la réaction à nos éléments de sécurité, à nos alertes, qui sont très nombreuses. J'ai fini pour ma part sur XOR. Je vu qu'il y avait quelques questions. Est-ce qu'on est disponible on-prem, cloud, appliance ou virtuel? On est disponible donc sous format soft et vous pouvez l'installer où vous voulez, que ce soit dans le cloud, sur du hardware, sur de la VM. Et on a une version hébergée par Palo Alto si vous ne souhaitez absolument pas gérer la partie soft. Est-ce qu'on supporte tout type d'hyperviseur? Ce n'est pas une VM, c'est un soft qui s'installe sur du Linux, donc après on vous conseille d'installer certaines versions Linux. Voilà. Merci Victor. Donc c'est à mon tour peut-être de répondre à quelques questions sur ce mot logique. La première question, donc comment on gère l'intégration avec des sources de log non supportées nativement. Donc nativement, on a plusieurs intégrations avec des solutions, comment dirais-je, de sécurité qui sont basées sur le cloud. Mais aussi on a des collecteurs qu'on peut installer, donc des collecteurs qu'on peut installer dans le cloud pour faire l'ingestion des services, des logs, des données, des métriques des services cloud, AWS, Azure ou GCP. Et on a des collecteurs qu'on peut installer donc sur les on-prem, sur une machine Windows par exemple, qui va nous permettre donc de collecter tous les logs au sein de l'environnement on-prem, comme on peut installer bien évidemment des collecteurs un peu partout sur toutes nos machines Windows, Linux ou autres. Et on a la possibilité aussi d'installer une sonde sur le réseau qui va nous permettre donc de faire des requêtes sur le réseau, d'enrichir des informations concernant un incident. Et voilà, donc il y a plusieurs types d'intégration hein, pour les collecteurs de logs ou de données ou de métriques, que ce soit dans le cloud, que ce soit pour donc, les CSP, que ce soit donc, pour les solutions de sécurité basées sur le cloud ou les solutions on-prem. Est-ce qu'il y a un langage particulier type regex pour faire des requêtes et des recherches sur les événements et les alertes au sein de l'outil homologique? Oui. Il y a sur la partie CloudCM Enterprise, on a bien évidemment des outils pour faire des requêtes et des recherches de manière très très simplifiée pour faire de l'investigation. Sur la partie SIP, oui, on a bien évidemment un langage qui ressemble à du regex pour bien évidemment construire des dashboards, construire donc des outils, des panels dans lesquels ou sur lesquels on va faire des recherches, où on va visualiser des informations spécifiques. Et ce qui suit bien évidemment la partie dans ce sens, donc on va avoir donc si on a par exemple des logs qui ne sont pas de manière standard, hein, qui ne sont pas standards, on pourra bien évidemment utiliser des outils de parse, hein, du parsing, pour extraire les métriques, pour extraire les données qu'on veut réutiliser au sein de nos dashboards. Et bien évidemment, cette partie sera présentée lors du prochain webinaire NGS. Donc, est-ce qu'on prend en compte la gestion des domaines tenants? Oui, il y a un mode MSSP hein, sur ce mot logique. Est-ce que la gestion des accès est gérée donc airbag? Oui, il y en a du airbag sur ce mot logique. Bien évidemment, cela dépend c'est pareil sur XOR, oui. Cela dépend des rôles ou du rôle de l'utilisateur.
Et bien évidemment, les données sont chiffrées, sont anonymisées sur le cloud. Il y a plusieurs certifications fournies ou certifications de l'éditeur, hein, sur ces solutions, par rapport à ces solutions qui sont fournies sur le cloud. Alors, concernant les workflows, je vois 3 questions de William, je vais y répondre. Concernant les workflows, est-il possible d'avoir des fonctions de type suivi d'horodatage ou d'autres propres outils de ticketing? Oui, bien sûr. Quand vous récupérez un incident, vous allez pouvoir utiliser certains champs ou pas. Et donc vous faites le choix et puis vous pouvez appliquer ces timers. Et si vous utilisez un propre outil de ticketing, on peut s'interfacer, donc après il va falloir travailler vous sur l'intégration, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas out of the box, si c'est vous qui l'avez développé, hein. Si c'est un outil de ticketing tiers, typiquement ServiceNow, Jira ou ce genre d'outils, on va être capable de s'intégrer avec nativement. Donc il y a une liste d'outils de ticketing qui sont supportés nativement, et puis d'autres sur lesquels on vous donne la possibilité de travailler sur les intégrations automatiquement dans l'outil directement. Vous avez la possibilité de créer vos playbooks, vos orchestrations et vos automatisations. Voilà. Donc tout est customisable. C'est vraiment un outil qui est fait pour les SOC. Ça, j'y ai répondu aussi. Et la dernière, la communication entre XOR et une source externe est sécurisée. On est capable de répondre aux problématiques d'architecture de type P10, par exemple, proposées par l'ANSI. Et donc on va avoir des petits éléments, des sortes de proxys, qu'on va appeler les engines chez nous. Donc on va déployer chez les clients et ce sera eux qui monteront une connexion sortante vers XOR et qui enverront les informations via un canal sécurisé. Et ce sera eux qui agiront avec les éléments localement. Voilà. Sur les intégrations. Ouais. Donc, de rien. Merci Victor. On va continuer avec Firemon, hein, qui est la troisième partie de ce webinaire. Et bien évidemment, on prendra en compte vos questions à la fin de cette partie. Donc Firemon qui propose une solution de gestion et de règles de sécurité centralisées. Voyons ensemble quels sont les défis qui nous permettent ou qui permettent des différents clients avec lesquels que nous allons adresser avec Firemon, quels sont les besoins. Donc les défis les plus courants, c'est le manque de visibilité, donc dans la façon dont chaque composant est lié aux équipements de sécurité et comment ils sont configurés, comment la configuration évolue dans le temps. Nous avons aussi une pénurie de personnes qualifiées. Les personnes qualifiées sont généralement, ou la plupart des temps, sont submergées d'alertes et par des demandes de changement. Il y a aussi une augmentation impressionnante de la complexité par l'adoption d'une multitude de fournisseurs. Si on a plusieurs équipements de sécurité, des load balancers, de différents, du cloud public ou de l'hybride, pareil, ça va rajouter un niveau supplémentaire de complexité. Si on va utiliser aussi du SD-WAN ou une solution SD-WAN, la migration vers le cloud aussi, ou la migration de vos applications vers le cloud, donc il y aura plus de règles, plus d'environnements à gérer, plus de règles de sécurité à gérer. Et l'un des plus gros problèmes, c'est le compromis entre vitesse et sécurité. Donc les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être agiles pour être compétitives. Et la plupart du temps, donc la sécurité et sa mise en œuvre ne peut pas suivre la vitesse de l'entreprise et nous empêche d'aller à la même niveau de rapidité ou de vitesse. Donc voyons comment on peut se rapprocher de cet objectif et d'apporter vitesse et sécurité pour y parvenir. Et nous avons besoin donc de plus de visibilité sur les gestions ou sur la gestion des équipements réseau. On a besoin de comprendre quels sont les appareils qui sont en train de construire ou qui constituent mon réseau, comment ils sont configurés, comment on suit le changement et comment cela va peut-être correspondre à nos directives, à nos processus de conformité, de sécurité, quels que soient donc les process, que ce soit fixés par le RSSI ou par la réglementation. Donc nous avons besoin d'une gestion et de visibilité centralisée afin de prioriser la gestion de vulnérabilité. Donc si on ajoute nos scanners de vulnérabilité à cette plateforme de sécurité, on va être capable de comprendre facilement les règles de sécurité sous-jacentes. On sera capable aussi d'identifier quelles sont les vulnérabilités les plus critiques qui sont capables de communiquer et de se propager
via le réseau, puisqu'on a cette vue centralisée sur toutes les règles de sécurité qui vont constituer donc notre système d'information. Et finalement, pour vraiment accélérer, nous avons besoin d'automatiser aussi. Donc, nous avons besoin d'automatiser, nous ajoutons donc l'automatisation aux dispositifs, aux équipements de sécurité, mais tout en sachant qu'il est essentiel de nous assurer que nous avons toujours une vue d'ensemble et ne pas ouvrir accidentellement des vulnérabilités et qu'on n'a pas violé aucune réglementation ou aucune règle de conformité et que nous n'avons pas bloqué aussi une de nos applications critiques et ce qui causera un temps d'arrêt. Donc, comment allons nous adresser tous ces points? Donc, Firemon propose une plateforme. Selon Firemon, c'est la seule façon de résoudre tous ces problèmes. Donc on va apporter de la visibilité via l'intégration de tous les équipements réseau comme le pare-feu, les routeurs, les solutions de management centralisé de vos pare-feux, aussi des load balancers, des proxys, des network security group qui se trouvent dans le cloud public, des instances de firewall virtuelles installées sur le cloud public, du firewall, du SDN, ainsi de suite. Donc avec cette plateforme, on va avoir une connaissance en temps réel sur la situation et on va pouvoir interroger les appareils. Nous allons savoir comment elles sont configurées, comment elles sont utilisées, quelle est la charge, la complexité de l'équipement, la complexité de sa configuration et comment les objets sont utilisés. Est-ce qu'on va donc nous allons aussi découvrir les changements. On va avoir cet aperçu. Donc on a à tout moment les dernières informations sur la configuration de chaque appareil, de chaque équipement. Est-ce qu'il y a un changement qui ne matche pas avec nos règles de conformité? Et donc on va s'appuyer sur une architecture qui est aussi distribuée, qui nous permet donc d'évoluer. Donc on va et d'avoir des performances plus élevées, ce qui nous permet d'exécuter des recherches unifiées sur plusieurs plateformes ou multifournisseurs afin d'identifier les risques, de faire un calcul de risque, afin d'avoir cette visibilité par rapport aux vulnérabilités et est-ce que mes règles de sécurité me protègent ou ouvrent peut-être l'exploitation de certaines vulnérabilités. Et bien sûr, avec l'API, on peut s'intégrer avec d'autres outils de sécurité, avec les scanners de vulnérabilité. Donc, on va prendre en compte les résultats de scan de vulnérabilité et on va donc ajouter de la valeur par rapport à ces informations en se basant sur cette vue centralisée de toutes les règles de sécurité existantes. Mais aussi des solutions CIEM ou SOAR comme Cortex XOR. Donc pour traduire enfin ces points douloureux ou ces défis dont nous avons parlé plus tôt, la plupart du temps, quand on va parler de projets ou de besoins, il y a plusieurs cas d'utilisation, mais avec Firemon, on va commencer dans un premier temps à mettre en place un point central, en point donc de contrôle qui est centralisé. C'est l'élément fondamental de Firemon, c'est la solution, ce qu'on appelle Security Manager. Donc c'est une fois que nous sommes connectés à tous les appareils, à tous les équipements, on va pouvoir analyser la configuration, on va pouvoir avoir un aperçu complet sur tous les équipements, sur tous les sites. Donc voir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'équipements de sécurité. Et on va rendre l'analyse plus facile, plus rapide, surtout tout ce qui est documentation et reporting de chaque élément sur chaque appareil. Donc on va avoir autrement une constellation en temps réel sur tous nos appareils. On va avoir aussi des informations dont on a besoin pour les prochaines étapes du projet. La prochaine étape qui sera donc le respect de la conformité. Firemon nous donnera si nos segments réseau respectent nos besoins de conformité ou non. Car si on entre sur le côté on a besoin de savoir est-ce que ce changement va me permettre donc de respecter ou non mes besoins de conformité de point de vue réglementation officielle ou interne qui reflètent nos politiques de sécurité interne. Et ensuite on va parler d'automatisation.
Là, ça concerne plutôt la réponse à incident, donc ça concerne aussi les changements pour répondre à un incident. Donc nous devons accélérer nos gestions de changement afin d'éviter aussi en même temps éviter toute erreur de configuration, car les erreurs, bien évidemment, restent la cause numéro 1 des brèches de sécurité et des violations. Donc nous avons besoin de nous assurer que ces changements sont toujours conformes et avoir en même temps cet aperçu de haut niveau. Donc je peux bien sûr appliquer des changements sur un pare-feu. Je voudrais identifier automatiquement sur quel équipement ce changement sera appliqué en fonction de l'analyse des données collectées. Donc la plateforme, elle est capable automatiquement de reconnaître en fonction du changement sur quel équipement on va pouvoir appliquer la nouvelle règle de sécurité. Donc ça se fait automatiquement, on verra lors de la démonstration. On pourra aussi avoir automatiquement quels sont les objets dont on a besoin de créer, mais aussi les objets, mais aussi s'il y a une règle existante qu'on va pouvoir réutiliser. Donc toutes ces choses-là vont être automatisées. Donc en termes d'intégration, donc on a un système d'intégration, un écosystème d'intégration qui est riche. Donc on va prendre en charge la majorité des fournisseurs de firewall ou d'équipements réseau. On a une API qui est complète et qui donne l'accès à toutes les fonctionnalités de Firemon. Avec Cortex XOR, on est capable par exemple à travers cette API de déclencher des demandes de changement, d'appliquer toutes les fonctionnalités que Firemon sera capable de faire et de proposer. Donc ça nous donne un énorme moyen en fait de tirer au maximum le retour d'investissement ou sur investissement en termes de sécurité. Et toujours grâce à cette API, on va pouvoir s'intégrer au scanner ou de solutions de vulnerability management pour faire une corrélation entre les données de vulnérabilité et mes règles de sécurité côté pare-feu. Aussi sur les solutions, on peut s'interfacer avec des solutions ITSM pour automatiser les workflows de changement et aussi demander des informations, enrichir d'un contexte, par exemple XOR, dans le cadre d'un incident, il pourra bien évidemment collecter des informations par rapport à des règles de sécurité de la partie ou par rapport de Firemon, pardon. Checker aussi la mise en conformité et savoir si un objet existe ou non sur un équipement. Donc finalement, pour avoir un aperçu rapide sur l'automatisation, donc on a plusieurs éléments déclencheurs que vous pouvez voir sur la partie droite de ce slide, la partie gauche, pardon. Et donc ces éléments déclencheurs de changement, de workflow de changement, ils vont déclencher ce processus d'automatisation. Et ça pourrait être donc un ticket ITSM, un SIEM, un COAR, la partie donc un email, aussi la partie DevOps ou CI/CD. Et avec donc la méthode traditionnelle du SecOps, ce qu'on voit ici, donc on a bien évidemment un process clair et défini qui concerne les changements, car les clients doivent exécuter ces changements-là en documentant chaque phase, chaque process, et en respectant les étapes de chaque phase. Et avec Firemon, donc le système il va concevoir automatiquement la règle, il va ensuite trouver automatiquement sur quel équipement on va appliquer la règle de sécurité. On va pouvoir automatiquement identifier s'il faut créer un nouvel objet ou non, s'il faut réutiliser une règle existante, et ensuite on va passer vers une étape de révision, durant laquelle on va revoir nos respects ou le respect de la conformité, on va revoir la charge et la complexité de l'équipement, donc quelques KPI, on va dire, qu'on va pouvoir checker, vérifier avant d'appliquer le changement. Donc ensuite, on pourra bien évidemment appliquer les changements. Donc tout ce que vous voyez ici, ça peut être ajustable, que ce soit pour les éléments déclencheurs ou pour ce qu'on appelle aussi, si on applique l'automatisation à la partie donc SecOps, dans ce qu'on appelle Continuous Adaptive Enforcement.
C'est ce que j'ai pour la partie Firemon. Donc Attack IQ, la dernière section, bon, on n'a plus le temps, mais Attack IQ, c'est une solution basse, donc de Breach Attack Simulation. Qui permet donc de faire, d'automatiser tout ce qui est pen testing et d'avoir une posture de sécurité, d'avoir des rapports sur, on va lancer bien évidemment des cyberattaques, des simulations de cyberattaques, et on va avoir des rapports sur ce qu'il y a, les mécanismes de défense et les solutions et les produits de sécurité, s'ils ont bien réagi, s'ils ont donc quels sont les scénarios d'attaque qui ont été détectés, quels sont les scénarios d'attaque qui ont été bloqué par les mécanismes ou par mes solutions de prévention, mon antivirus ou autre. Donc ça nous permet d'avoir donc beaucoup d'informations, ça nous permet de se concentrer sur donc d'identifier les failles, mais aussi de peut-être modifier notre configuration, d'ajuster la configuration de nos produits, de nos solutions de sécurité. Donc Attack IQ s'appuie bien évidemment sur le framework MitraTack pour pouvoir lancer nos attaques et savoir à un moment donné quelle est la technique ou la tactique d'attaque qui a été stoppée, qui a été arrêtée ou qui a été détectée. Donc toutes ces choses-là, bien évidemment, je vous propose de les suivre à un autre webinaire dédié sur Attack IQ le 25 février prochain. Donc pour partir sur la partie, donc pour partir sur notre démonstration, donc nous voyons donc sur le slide comment notre démonstration est construite. Donc d'abord on a une machine Windows 10 qui sera notre machine victime. À côté de cela, on a un contrôle domaine, on a un serveur qui va enregistrer les flux réseau. Donc c'est un collecteur homologique, donc c'est un collecteur réseau homologique qui va s'interfacer avec la solution Cloud CM Enterprise. Donc on a un pare-feu nouvelle génération Palo Alto hein, qui va protéger, qui va être sur la partie périmétrique. Et donc notre machine victime sera protégée que seulement par Windows Defender. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué la partie EDR, comme je disais. Et on va lancer, donc avec Attack IQ, on va simuler une attaque du groupe Fin6. Et donc ce groupe, c'est un groupe qui a agressivement ciblé et compromis les systèmes de points de vente dans le secteur de l'hôtellerie et aux ventes au détail. Donc ils ont par la suite vendu les données de cartes de paiement, de cartes de crédit violées sur des marchés clandestins. Donc comment on va imiter cette attaque? Donc comme je disais, on a un agent installé d'Attack IQ, on va créer un assessment sur Attack IQ et par la suite, donc on va lancer l'attaque, on va regarder tout ça ensemble. Donc cette cyberattaque va créer donc un backdoor, un cheval de Troie sur la machine Windows 10 et on va apercevoir tous ces éléments sur la partie Cloud CM Enterprise. Donc bien évidemment, la machine Windows 10 comme le logger réseau, comme le firewall nouvelle génération, ils vont transmettre toutes les données, donc tous les logs de sécurité vers ou de système vers homologique. Donc on verra sur la partie homologique, donc comment on va faire pour faire ces deux niveaux de corrélation et construire un contexte complet afin d'éviter tout ce qui est alerte fatigue. Par la suite, donc une fois qu'on a identifier l'incident de sécurité, on va déclencher donc un playbook sur Cortex XOR. Le playbook, il va donc extraire les informations, les indicateurs qui sont contenus dans l'alerte ou l'incident de sécurité. Donc on va donc extraire les indicateurs, on va enrichir les indicateurs en consultant la Threat Intelligence dans le cloud de Palo Alto qui est Autofocus, mais aussi Virus Total. Et par la suite, on va prendre une décision de pousser une demande de changement donc vers Firemon qui sera chargé donc de pousser une règle de sécurité pour bloquer cette machine Windows 10 victime hein, du réseau. Donc c'est le scénario de cette démo. Donc pour commencer cette démonstration, donc ici, comme vous pouvez le voir, on a donc la plateforme homologique.
Attack IQ, donc on va créer un assessment. L'assessment, on va choisir donc le scénario d'attaque. Il s'agit bien dans notre cas du groupe fin 6. Une fois qu'on a choisi donc l'attaque fin 6, donc on a bien évidemment les tests, ainsi avec un mapping avec le MitraTac, le framework MitraTac. On va créer notre assessment. On va choisir ensuite l'agent ou la machine victime. Donc là, on a la machine Windows 10 victime. Donc une fois qu'on a choisi l'agent, on a bien évidemment tous les scénarios, on peut modifier, on peut supprimer, hein, donc on peut personnaliser hein, certains éléments, certaines choses pour la simulation de cette attaque. Et ensuite on va appliquer, donc on va créer l'assessment, hein, l'évaluation, l'assessment ou l'évaluation, et il suffit simplement de cliquer Run Now. Donc on va lancer cette attaque et en même temps on va générer des rapports sur la plateforme qui nous permettent donc de savoir quels sont, donc la plateforme, elle va s'intégrer bien évidemment avec le SIEM, elle va s'intégrer avec le Firewall Palo Alto, elle va s'intégrer avec mon EDR, et elle va nous permettre, donc elle va nous donner des rapports détaillés sur donc quels sont donc les mécanismes de sécurité, quelles sont les choses qui ont été arrêtées par mes mécanismes de prévention, et si j'ai un EDR, bien évidemment, quelles sont les techniques tactiques d'attaque hein, qui ont été détectés par ma solution EDR. Donc ensuite, une fois qu'on a lancé cette attaque, bien évidemment, on va commencer à recevoir des données, des informations sur Somologic, donc sur le SIEM. Donc, comme vous pouvez le voir, le SIEM Somologic présente une interface vraiment différente et disruptive par rapport à ce qui existe, puisque, comme je disais au début, c'est une interface qui a été conçue par des experts de jeux vidéo afin d'éviter la routine et d'éviter ce phénomène d'alerte fatigue. Donc si on regarde cette interface de Somologic, donc on a bien donc on va recevoir bien évidemment de plusieurs sources les informations, les données qui sont donc on peut les voir ici, les records sont mes enregistrements. Donc j'ai reçu 105 000 données, 105 000 logs, que ce soit côté firewall ou endpoint, donc l'agent que j'ai installé sur le poste Windows 10 ou l'agent réseau. Je fais faire un premier niveau de corrélation et réduire considérablement le volume de données de 105 000 cas ou 105 000 données ou logs reçus vers 84 signaux. Donc c'est mon premier niveau de corrélation. Ensuite, j'ai un deuxième niveau de corrélation qui est donc l'insight. Donc ces 84 signaux, je vais faire appliquer ce deuxième niveau de corrélation et je vais réduire encore considérablement le niveau de données ou le nombre d'alertes de sécurité. Donc l'insight, ça représente mes alertes de sécurité et je peux voir que à partir de 105 cas, j'ai appliqué plusieurs mécanismes, plusieurs algorithmes pour réduire considérablement ces données. Donc les insights, c'est mon alerte de sécurité qui va regrouper plusieurs signaux et le facteur commun entre ces différents éléments sera une entité, qui sera soit une adresse IP, soit un nom de domaine, soit un utilisateur, un nom d'utilisateur. Principalement. Donc on voit aussi l'Insight Radar, donc ça nous permet d'avoir un aperçu sur le nombre de records qu'on a reçus, le nombre de signaux après le deuxième après l'application donc de la corrélation, et ensuite on a une troisième surface où on peut voir nos insights en fonction du temps, mais aussi avec leur sévérité. Donc si on regarde ici, on a bien notre insight, le nom, comme vous pouvez le voir, il a été dérivé par rapport au framework MitraTac, donc Initial Access avec exécution et exfiltration de données. Ça concerne une entité qui est l'adresse IP de la machine victime. On a un petit radar qui nous donne à peu près la sévérité des signaux qu'on a reçus par rapport aussi le temps. On a une durée de corrélation de 3 jours et on a un total de 8 signaux qui sont par rapport à cette alerte. On a aussi des informations que vous pouvez ici voir par rapport aux sensors, donc aux différents collecteurs, hein, qu'ils soient senseurs installés sur un poste ou une machine ou un senseur réseau, ou aussi des sensors dans le cloud.
Donc on a fait le tour, mais aussi bien évidemment aussi je peux faire des recherches, donc des recherches qui sont simplifiées sur l'insight, sur les signaux, sur les entités ou sur les records. Si on avance un petit peu et on regarde en termes au niveau de mon incident ou de mon insight, donc je peux choisir le statut, je peux modifier, je peux affecter à une personne, je peux créer des tags, taguer, je peux faire des commentaires bien évidemment, mais au niveau des actions, je peux aussi envoyer cet incident ou cet insight vers Cortex XOR, c'est ce qu'on va faire et donc pour la suite de cette démo. On voit bien aussi nos signaux, hein, nos signaux. Donc on a un signal de self-signed certificate, donc c'est qu'on a reçu. Donc c'est une étape de l'attaque donc FinCI. Ça permet donc de créer, de générer un certificat pour chiffrer les flux de command and control entre donc la machine victime et un serveur de command and control sur Internet. On voit bien aussi le signal qu'on a reçu de la part du firewall Palo Alto. Il y a eu bien une détection. On a aussi donc un signal qui nous permet donc de détecter l'exécution d'un script. Bien évidemment par l'attaque. Donc on a un aperçu sur tout, on peut évidemment aller dans les détails et voir chaque détail de chaque signal. Donc on revient là, c'est nos insights qu'on a reçus. Bien évidemment, dans le cadre de notre démo, l'insight ou cet insight sera transmis à Cortex XOR et Cortex XOR, il va exécuter un playbook. Donc si on passe à Cortex XOR, donc là on voit bien que l'incident, l'insight a été reçu par Cortex XOR, il porte bien le même nom, et il a été reçu avec plein d'éléments, y compris donc les indicateurs. Et donc, voyons d'abord comment on a intégré Cortex XOR pour cette démo. Donc la première chose, c'est intégrer Sumo-Logic. Donc on a un plugin un add-on qui s'appelle JASC, qui nous permet d'intégrer XOR avec Sumo-Logic. Il suffit simplement d'utiliser donc l'URL et les clés d'API pour que cette intégration soit fonctionnelle. Pardon. Dans un deuxième temps, on va donc intégrer Palo Alto, donc la partie autofocus ou le service autofocus, qui est un service cloud de Threat Intel fourni de Palo Alto. Et en même temps, donc, on va intégrer VirusTotal. Pareil, il nous suffit donc de l'URL et les clés d'API. Donc, une fois qu'on a ça, on va voir donc au niveau de notre incident. Donc une fois que cet incident a été reçu par Cortex XOR, on va exécuter un playbook qu'on a défini. Donc on verra ensemble qu'est-ce que va faire ce playbook, mais évidemment on a plusieurs informations, des informations qui ont été fournies par la plateforme par rapport à cet incident. Donc ici on va voir le playbook. Donc le playbook, pour l'expliquer rapidement, c'est juste un petit playbook qui nous permet donc, une fois qu'on a reçu l'insight, d'extraire les indicateurs, c'est-à-dire extraire les indicateurs, l'adresse IP ou les adresses IP, extraire les URL, extraire les haches de fichiers. Et par la suite, donc, on va enrichir donc là, vous voyez bien les informations, les indicateurs qui ont été qu'on a pu extraire, mais on va par la suite enrichir tous ces indicateurs. Donc, on va consulter les deux Threat Intel qu'on a configurés, c'est-à-dire Autofocus et VirusTotal, pour collecter des informations. Donc, ce playbook ou cette tâche d'enrichissement d'indicateurs, en fait, on a fait appel à un playbook qui est déjà prédéfini, qui va nous permettre donc de faire cette tâche automatiquement. Et par la suite, on va donner, donc on peut faire bien évidemment des actions manuelles. Donc, dans notre cas, on va donner la décision à l'analyste. Donc, ce sera à l'analyste donc d'engendrer ou de déclencher une action vers FireMon qui va donc créer une demande de changement côté FireMon. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines secondes. Donc, pour revenir sur la partie War Room, donc on a tout l'historique, comme disait Victor, on a tout l'historique des commandes qui ont été exécutées, des échanges aussi de collaboration entre les analystes de sécurité ou les analystes SOC.
Donc tout est documenté, tout est logué. Sur la partie donc dans la War Room. Donc bien évidemment par la suite on va enrichir, donc on va extraire ces indicateurs, donc on a extrait les adresses IP, les hash, les URL, mais on va consulter, donc vous voyez bien qu'on a consulté les threat intel, que ce soit d'Autofocus ou VRHTotal, qui nous donne la réputation de cette adresse IP, mais aussi c'est par rapport aux fichiers, par rapport aux URL. On voit bien, on peut aussi donc sélectionner ou comment dirais-je, engendrer une sandbox, le détonner dans une sandbox, mais faire des choses manuellement ou choisir la réputation manuellement, puisque dans notre VirusTotal ou notre threat intel nous a pas permis ou n'a pas identifié le verdict, ou le fichier n'est pas connu, pardon, sur le threat intel. Donc tous les indicateurs, donc on va les avoir ici. Donc on a un aperçu complet sur la liste des indicateurs, sur leur réputation, et bien évidemment tous les détails, toutes les requêtes qui ont été faites, et ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple simple de playbook dans le cadre donc de ce scénario de cette démonstration. Mais ensuite, pour aller plus loin dans notre démonstration, donc on va faire appel à Firemon. Donc Firemon, pour faire une petite introduction, donc si on automatise avec XOR, on va pas voir grand chose puisque tout se fait via de l'API, donc on va pas pouvoir voir grand chose pour cette démonstration. Donc pour cette démonstration, côté Firemon, on a choisi de faire les choses manuellement pour assurer cette démonstration. Et donc, pour une demande de changement, on a créé donc 4 tickets. Commençons par la phase design, review, la phase implement et completed. Et donc commençons par voir les différentes phases. Ce que vous voyez ici sur cette interface, c'est la solution Security Manager de Firemon. Donc bien évidemment tout ça et tous les différentes phases, les créations, documentation, tout ça c'est automatisable via Cortex XOR. Donc si on commence avec la première phase qui est la phase design, qui est la phase la plus critique, donc en se basant sur les prérequis qu'on a reçus par exemple de Cortex XOR, le système il va analyser la règle de sécurité, il va identifier donc automatiquement, donc on va pouvoir identifier automatiquement les chemins réseau que les paquets ou qu'un paquet va prendre, et on va retrouver quels sont les équipements de sécurité sur lesquels on va appliquer cette règle. Donc l'autre règle, c'est bien évidemment, vous pouvez le voir, hein, c'est l'adresse IP de la machine victime vers n'importe quelle destination sera donc bloquée. Hein, ça nous permet d'appliquer une politique comment dirais-je, de mise en quarantaine de cette machine. Donc on voit bien aussi qu'il s'agit donc d'un firewall Palo Alto. On a identifié automatiquement cette information, et on a aussi identifié qu'il faut créer un objet de type host qui correspond à l'adresse IP. Donc s'il y a peut-être des règles qu'on va pouvoir réajuster, pareil, on va retrouver toutes ces informations automatiquement par le système. En même temps, donc, on fait la même chose pour les objets. Dans notre cas, bien évidemment, on va créer un nouveau objet, on va savoir, et avec une nouvelle règle, et on va savoir automatiquement sur quel équipement on va appliquer. Donc le système, il va pré-remplir toutes ces informations. Après la phase design, on va passer à la phase suivante qui est le review, durant laquelle on va faire une vérification de conformité, on va faire des vérifications de quelques indicateurs ou KPI, par exemple ici sur la complexité de l'équipement, la complexité de la configuration, et avec prise en compte bien évidemment du changement, d'accord. Ces informations, ces KPI, on va les afficher en fonction, donc après la prise en compte après l'application, on va dire du changement. Et on va vérifier si cette règle va exposer des vulnérabilités, si cette règle va ne
pas correspondre avec des règles de conformité. Donc tout sera mentionné dans cette phase et par la suite, donc on va approuver le changement. Une fois qu'il est approuvé, on va passer à l'implémentation, donc durant lequel on va implémenter la règle, soit en temps réel, soit de manière planifiée ou manuelle. Et donc la dernière phase qu'on va voir par la suite, c'est la phase vérification où le changement, bien évidemment, sera ou a été appliqué déjà avec succès. Et on va donc en se basant bien évidemment sur notre process de réponse à incident. Et donc toutes ces phases sont bien évidemment documentées. Donc tout l'historique est logué. Le but, c'est vraiment d'avoir une traçabilité complète et aussi d'avoir, de pouvoir faire des audits. D'accord? Donc ça concerne notre démonstration. Pour faire ensuite donc slide, je m'excuse parce qu'on a largement dépassé la fenêtre donc de ce webinaire. Juste avant de passer sur les questions, bien évidemment on va passer peut-être sur les questions avant. Alors. Alors, si j'ai une question, donc, concernant ce mot logique, est-il possible de collecter des événements de flux de type NetFlow? Si oui, est-ce que cela demande de déployer des sondes? Je ne pense pas qu'on va collecter du NetFlow. On va collecter des informations, on va essayer d'identifier les menaces à travers donc, une sonde qu'on pourra mettre sur le réseau, mais ce n'est pas vraiment du NetFlow. Est-ce qu'on peut envoyer les flux directement à Sumo Logic? Oui, les flux, bien évidemment, ils vont être envoyés dans un tunnel sécurisé vers Sumo Logic qui est bien évidemment dans le cloud. Non, on n'a pas besoin d'installer des agents forcément sur bon, on ne peut pas installer un agent sur un firewall, sur un load balancer F5, sur un firewall Palo Alto. Sur un proxy, on va s'intégrer soit en API, soit en CLI. Ça dépend en fait du niveau d'intégration entre Firemon et l'équipement. Mais non, on n'a pas besoin d'installer des agents sur les équipements réseau. Alors, je suis où? Est-ce qu'il est possible de gérer l'ensemble de règles de nos équipements à travers une sonde? Oui, Firemon, ou la solution Security Manager de Firemon, nous permet donc de gérer à partir d'une seule console tous les équipements réseau, tous les firewalls, tous les proxys, tous les load balancers et ainsi de suite. Même les équipements SD-WAN, même les firewalls virtuels dans le cloud ou même les security groups qu'on configure donc sur le cloud public, sur AWS, Azure et GCP. Donc la solution elle est conçue pour apporter cette console de gestion centralisée et unique, quel que soit le nombre d'équipements, quel que soit le fournisseur, quelle que soit donc la marque ou quel que soit le produit. Donc Sécu, oui, Sécu, et on peut aussi gérer des équipements réseau, mais bien évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie sécurité et non pas gérer de manière centralisée les équipements réseau. On ne va pas donc remplacer une solution d'administration réseau ou Cisco Prime ou des solutions de ce type. Avec Firemon, donc concernant la CI via Firemon, est-ce qu'il est capable de prendre en action, des actions notamment prises en charge par l'APIC? Alors, je prends en compte cette question et je vous réponds par la suite. Donc je vous réponds par mail ou par rapport à cette question. Donc il faut que je vérifie la partie APIC, est-ce qu'on prend en charge ou non. Mais oui, il y a une intégration, donc je vous donnerai les détails. Avec plaisir, je vous envoie le lien de présentation du webinaire d'AttackIQ. Donc pour info, il y aura une démonstration aussi avec AttackIQ, avec pour la partie donc détection, la partie prévention et détection, donc avec des solutions type Palo Alto, sur la partie aussi EDR, on va pouvoir intégrer un EDR avec ça.
La question suivante, donc un peu comme un SIEM, des règles de corrélation, est-ce qu'il existe des playbooks prédéfinis donc pour TextXOR? Je ne sais pas Victor si tu peux Oui, répondre oui, à oui, cette. tout à fait. Vous avez plus d'une centaine de playbooks qui sont prédéfinis, donc out of the box, qui vont vous aider à faire ces intégrations de produits et puis à travailler sur des process de sécurité déjà documentés. Donc c'est l'avantage d'utiliser un SIEM. La question suivante, donc les attaques avec Attack IQ sont de type passif actif. Je vous invite donc à participer au prochain webinaire du 25 septembre qui sera animé par mon collègue qui est expert sur cette partie. Donc je vous invite fortement de participer et de lui poser toutes ces questions concernant Attack IQ. Il sera bien évidemment capable de vous donner les bonnes réponses. Ensuite, les attaques générées par AttackIQ ne sont possibles que de l'externe. Oui, on a un agent, c'est une solution mode SaaS. Donc oui, on a un agent qu'on va pousser sur les machines, mais on va faire la configuration donc sur la plateforme SaaS. Et donc une fois qu'on lance l'assessment, donc l'agent, il va télécharger les scénarios d'attaque et il va les exécuter en local. D'accord? On ne va pas attaquer depuis la plateforme SaaS. La plateforme SaaS, c'est juste pour administrer la solution ou pour administrer la plateforme. Et donc les scénarios d'attaque vont être lancés généralement par l'agent. Donc l'agent duquel je parle ou sur lequel je parle, en fait c'est un agent, c'est un fichier exécutable, c'est un agent donc comme un agent antivirus qu'on va installer sur les machines Windows, sur les machines Linux. L'historique du SOR n'est pas, bien évidemment, pas modifiable afin de garantir l'intégrité de ces actions. Bon, je pense que Victor t'a répondu à cette question. Pour chaque action. Oui, et puis au-delà de ça, donc on va avoir un produit qui va être testé à chaque release. On va avoir des pentests qui vont être effectués. On va avoir beaucoup d'éléments de sécurité qui vont être testés. Et donc on va avoir toutes les communications qui vont être chiffrées et l'historique donc qui n'est pas modifiable, mais bon après vous êtes route sur une machine Linux, si vous voulez modifier des choses, il y a toujours possibilité de le faire. Mais non, de base, ça non. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sachez que, en tout cas, on a le webinaire, donc je n'hésiterai pas de vous envoyer les invitations. Un webinaire sur la partie ou sur notre pilier Secure Cloud et DevOps, durant lequel donc on va parler aussi Palo Alto Networks et Somologic, avec donc la solution, la deuxième partie de Somologic qui est dédiée vraiment sur la partie cloud public, hein, mais aussi avec Palo Alto, avec Prisma Cloud. Donc voilà, je vais vous envoyer, je vais vous communiquer cette invitation. Donc s'il n'y a pas de questions, merci énormément, merci encore une fois pour votre participation et d'avoir pris le temps de nous rejoindre dans le cadre de ce webinaire. Encore, je m'excuse pour le temps, on a pris une fenêtre quand même d'1h30. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas donc à en parler avec votre commercial Westcon pour creuser un sujet qui vous intéresse, pour faire un POC, pour approfondir, pour faire un meeting avec un fournisseur en one-to-one, ou pour creuser un peu plus une offre commerciale ou une offre d'un fournisseur qu'on vous a présenté. Donc on peut aussi vous mettre à votre disposition des labs de test, de POC aussi. N'hésitez pas donc, comme je disais, à nous solliciter, n'hésitez pas à prendre en contact avec votre interlocuteur ou commercial Westcon ou avec votre chargé de compte. Donc nous sommes là, nous sommes disponibles à répondre à toutes vos sollicitations, à toutes vos questions. Merci encore d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore Victor pour cette belle présentation. Et je vous donne donc un rendez-vous. Merci à vous d'avoir assisté à notre webinaire.
Rendez-vous donc avec Victor aussi le 2 mars prochain. Merci encore et bonne journée à tous et à toutes.